D'abord, le profil d'Adama a été piraté et elle a été brutalement attaquée. Vraiment, il y avait des insultes très graves. Elle a décidé de porter plainte. Il y avait un mineur qui était même à côté d'un adulte. Mais tu sais, ils en profitent, comme dans les crimes commis dans la vie réelle et en ligne, n'est-ce pas? Au final, Adama elle-même a décidé de porter plainte et elle continue le litige. Et elle ne regrette pas, ne pense pas que c'est. Pourquoi avez-vous dit que c'était si important? Cela vous a ouvert les yeux ou attiré l'attention sur ce sujet, la violence, etc. Oui? J'ai souvent évoqué la question de la monétisation du discours de haine contre les femmes en ligne. Oui, c'est important d'en parler parce qu'aujourd'hui, on a environ 130 ou 170 chaînes, n'est-ce pas, de ce fameux discours de haine que nous appelons les Red Pill. Je ne sais pas si tu en as déjà vu certains. Il y a même un documentaire, oui, sur une plateforme de streaming qui parle spécifiquement de cela, n'est-ce pas? Le réalisateur suit ces hommes, tu sais, de ces réseaux sociaux. C'est écœurant, je n'ai pas réussi, je regarde peu à peu car c'est difficile. Je ne sais pas si tu as vu, ou Fernando. Je l'ai regardé sur Netflix. Eh bien oui, c'est ça. Derrière tout ça, il y a toujours de l'argent, il y a toujours de l'argent, il y a toujours la monétisation. Ces hommes gagnent beaucoup d'argent, vous savez, pour nous mettre dans cette position où nous devenons la cible de la haine, n'est-ce pas? Pour parler du corps, pour parler de posture, pour dire comment nous devons être, pour dire de ne pas voter, que nous ne pouvons pas voter. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas seulement un discours de haine pour le simple plaisir de haïr. Ce discours de haine est très rentable, vous savez, non seulement pour ceux qui le présentent, mais aussi pour les propriétaires des plateformes. J'en profite. J'ai dit qu'il y avait 2 sujets, n'est-ce pas? Donc, le deuxième aussi. Je ne vais pas vous demander de commenter la situation de l'ancienne première dame Michelle Bolsonaro, mais vous avez eu, selon des personnes proches, vous avez eu du flair. Vous avez très vite compris que le plus important, et cela, les sondages ont prouvé que votre perception était correcte. N'est-ce pas? Plus de 60%. Le chiffre va m'échapper maintenant, mais c'est plus de 60% de l'engagement, de la pression, du volume, de la répercussion de la vidéo. L'ancienne première dame, à propos de sa relation avec ses beaux-enfants, en particulier avec Flavio Bolsonaro, cela venait de la gauche. La gauche a mis ce sujet sur le tapis. Ce que nous voyons maintenant, ce sont des personnages qui ont porté et soutenu des causes très rétrogrades. Par exemple, la sénatrice Damares Alves. Oui, évidemment, ce n'est pas une surprise, vous gérez cela au quotidien, n'est-ce pas? Mais comment voyez-vous le moment où, d'une certaine manière, des femmes qui font tourner une machine faite par et pour les hommes, le moment où vous savez, ce fameux déclic s'est produit, ce fameux déclic, quand vous comprenez que votre jambe, votre tête, votre corps peuvent aussi être pris dans cette machine à broyer faite par et pour les hommes, c'est ainsi que fonctionne la politique. Je vais proposer une révision, une analyse sous cet angle plus large parce que nous voyons des femmes évangéliques, dites conservatrices, qui commencent à se voir et à se comprendre, n'est-ce pas, dans un espace qui est. Donc ce traitement est mauvais, ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Donc, d'une certaine manière, en termes même de progrès civilisationnel, il se peut que nous ayons un certain type de bénéfice avec l'exposition de tout ce qui se passe réellement ou qui imprègne une certaine pensée d'un groupe de la société. Oui, d'abord, toute ma solidarité envers elle. Je pense que toute femme agressée, vous savez, on ne peut pas l'abandonner. Peu importe son orientation idéologique. Et c'est important, il est important que je le dise. Moi, lors du pacte national contre le féminicide, j'en ai peu parlé. La question de la violence contre les femmes, la misogynie, cela n'a pas de camp. Cela n'a ni droite ni gauche, ni conservateur, ni progressiste, tu sais, c'est une vague. Une vague qui vient de tous les côtés, de partout, et qui nous touche toutes de la même manière. Donc c'est important de le dire. Autre chose, je pense que quand tu dis que, tu sais, le camp progressiste a impulsé cela, c'est aussi parce qu'on s'identifie peu à cela. On le sait. Peut-être que les femmes plus conservatrices ont commencé à comprendre un peu cela, tu vois, à partir de ce fait. Et je voulais te dire que 43% des femmes victimes de violences sont évangéliques aujourd'hui au Brésil. Donc c'est quelque chose dont on doit parler. On ne parle pas de religion. On ne parle pas de prier ou de ne pas prier. Nous pouvons toutes être victimes en ce moment.
C'est pourquoi c'est si important. Je pense que ce qui s'est passé ne fait que renforcer l'importance de l'adoption de la loi contre la misogynie. Le projet de loi qui est actuellement bloqué à la Chambre n'a pas été soumis au vote. Et qui est aussi devenu un sujet de forte pression de la part de la droite, qui y voit à nouveau un risque. C'est devenu ce qu'ils appellent la liberté d'expression. Oui, c'est devenu une négociation. La vie des femmes, n'est-ce pas, est devenue un objet de négociation. Je ne peux que déplorer cela. Je ne peux rien faire de plus. Je ne peux qu'utiliser ma voix pour en parler et demander que le projet soit voté. Certains pensent même qu'il pourrait être voté demain. Et on espère que ce sera le cas. Je pense qu'on va passer au vote. On va vraiment voir qui défend la vie des femmes dans ce pays. Tu comprends? Je pense que c'est important. Je pense qu'il est important qu'elles aient compris que rien de ce qu'on dit n'est du ouin-ouin, tu comprends? Oui, je pense que quand on parle de ça avec les hommes, ils pensent toujours qu'on est là, oh là là, comme elles sont susceptibles. Mais ce n'est pas ça. On parle de notre vie, de la vie de ta mère, de la vie de ta fille, de la vie de ta femme. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Quand j'ai été harcelée, et à l'endroit où j'étais, il y avait plein de sécurité, de photographes. Même comme ça, à 2 moments, j'ai été harcelée. Tu vois? Je voulais dire qu'aucune femme n'est en sécurité, même à un arrêt de bus à 10 heures du soir. Elle n'est pas en sécurité. Il y a quelques jours, une femme a été violée dans le bus par le chauffeur. Elle sortait du travail, elle rentrait chez elle, après une journée épuisante, tu sais, une dame. Dans votre cas particulier, c'était une violation de son espace privé. Elle a ressenti, je vais utiliser ici l'exemple de Claudia Sheinbaum. Vous avez mentionné la présence de, oui, elle participait à un événement public. Pour moi, c'est la plus grande preuve que vraiment, en tant que femme, on doit être prête à tout le temps. Elle était lors d'un événement public filmé entourée de collaborateurs, d'assistants, de gardes du corps, avec des policiers. Et le citoyen vient la caresser. Ce n'est pas seulement qu'il s'approche, qu'il fait une petite remarque. Non, il se donne le droit de la toucher, de porter atteinte à son intégrité. Il m'est arrivé la même chose lors d'un événement public. Je n'étais pas dans un espace privé. J'étais dans un espace public lors d'un événement public, à 2 reprises. Une fois, j'étais même avec mon mari. C'est encore pire, tu vois. C'est-à-dire, tu vois à quel point on est exposé. Moi, sincèrement, j'en suis convaincue. On n'aime pas trop utiliser le mot conviction, mais bon, oui, je suis absolument certaine que cette situation, cet état dans lequel on se trouve, a beaucoup, mais vraiment beaucoup à voir avec les réseaux sociaux. Vraiment beaucoup à voir. Et là, on parle, tu sais, de violence contre les femmes, de torture d'animaux sur Internet la nuit, par des adolescents, par des enfants. Viol collectif de jeunes filles par des enfants. Un garçon de 12 ans a participé à un viol collectif, tu vois? Alors, il n'y a pas de politique publique que nous puissions développer si des choses comme ça se produisent sur Internet. Pendant ce temps, tu sais, le garçon qui torture des animaux sur Internet avait 16 ans. C'était un excellent fils, tu sais, ce fils que toute mère rêve d'avoir. Mais quand il entrait dans sa chambre, il avait un réseau. Il dirigeait un réseau qui torturait des animaux et des filles, neurodivergents sur Internet. Alors, on doit s'arrêter et repenser à beaucoup de choses qu'on doit s'arrêter et repenser, Naninia. Laisse-moi te poser une question. Daniela a mentionné ce projet de Damarès, n'est-ce pas? Qui constituait un recul sur l'avortement, n'est-ce pas? Quelle est ta position claire pour qu'on sache ici sur l'avortement? Es-tu pour l'avortement à partir de combien de semaines? Ou préfères-tu la loi actuelle? Quelle est ta position? D'abord, je pense qu'on reste trop focalisé sur la question de l'avortement. Je pense qu'on doit parler de prévention. Je trouve qu'on parle très peu de prévention avec les jeunes filles. Je pense qu'il y a encore un tabou dans les familles pour parler de la question de la prévention. Aujourd'hui, le ministère de la Santé distribue gratuitement et pose, n'est-ce pas, un implant contraceptif, n'est-ce pas? C'est l'Implanon. C'est disponible gratuitement dans le système de santé, donc on doit en parler davantage. Je pense que ce n'est pas une question de débattre sur l'avortement. Aucune femme, n'est-ce pas? Je ne sais pas, à 100 ans, je ne sais pas. Je parle pour moi, selon ma formation et tout ça, j'avorterai. Mais je pense qu'on doit parler de prévention. Je pense qu'on doit changer de perspective et parler de prévention avec les filles et les femmes. On doit parler de ça.
Il y a encore beaucoup de femmes mariées qui n'utilisent pas de contraceptif, que ce soit pour des raisons religieuses ou non, tu vois. Mais je pense qu'on doit parler de prévention. Je pense que la question du projet de la ministre, de la sénatrice Damarès, je pense que surtout pour les enfants, voir une fille de 10 ans enceinte, tu vois, son corps n'est même pas encore entièrement développé, c'est très triste. Et ces viols se produisent à l'intérieur de la maison et ils se produisent partout dans le monde, par des hommes. Mais il existe des avortements ou des grossesses, qui ne sont pas le résultat d'un viol, ni à la maison, etc. Ce sont des adolescentes qui ne se protègent pas, n'est-ce pas? Qui ne se tournent pas vers le SUS pour obtenir ce moyen de contraception, etc. Et qui n'ont pas légalement le droit de faire la procédure. C'est ça que je demandais. Comment voyez-vous cette question? Parce que ce sont des grossesses non désirées que la personne ne peut pas interrompre, sinon elle sera criminalisée. Si elle ne veut pas de grossesse, elle devrait se protéger, non? C'est pour ça que je dis ça. Pour moi, la prévention est essentielle. Avec un réseau public aussi solide, le débat sur l'avortement ne serait même pas nécessaire. On peut, n'est-ce pas, parler davantage de prévention? Pour moi, c'est ça la question. Madame, on arrive vraiment tout près de la fin, n'est-ce pas? 8h05, il me reste 5 minutes. Vous vous considérez comme plus progressiste? Nous avons aussi interviewé l'ancien ministre Zedirse ici à Mantes, à Frent, et il a dit « Lula n'est pas un gars progressiste, Lula vient du syndicat, c'est un homme pragmatique. » Ce sont des choses différentes. Vous vous voyez plus à gauche que votre mari, pensez-vous que cela crée aussi une gêne, d'ailleurs? Il l'a dit au G7 récemment, je n'ai jamais été gauchiste. C'est vrai, je suis pragmatique, non. C'est parce qu'il a dit gauchiste. Non, c'est parce que quand on parle de gauchiste, communiste, je ne sais quoi. Non, je pense que moi, ça va à l'encontre de ce que je pense d'une société, de ce qu'il rêve pour une société. Je pense que, je dis toujours le mot dignité. Je pense que les familles, tu sais, les mères veulent de la dignité, tu comprends? De la dignité pour pouvoir élever leurs enfants. De la dignité pour que leurs enfants aillent à l'école et rentrent en sécurité. Tu comprends? Elles veulent du concret, plus de rêves. Elles veulent du concret au quotidien, une école à journée complète et un accès aux soins. C'est important, tu sais? Parce que j'ai dit ça, toutes les politiques publiques, si tu les examines en détail, elles touchent directement la vie des femmes, beaucoup plus que celle des hommes. Beaucoup plus. Donc c'est important qu'on parle de ça, de voir à quel point il est important pour une femme aujourd'hui de savoir que son enfant de 7-8 ans va dans une école à journée complète, qu'il sera en sécurité et qu'elle pourra avoir la tranquillité de sortir de chez elle et de travailler en sachant que son enfant est en sécurité. Vous voyez que son enfant ne va pas, vous savez, traîner dans la rue sans but. Vous comprenez qu'il sera dans un environnement sûr et qu'elle aura la possibilité de travailler. C'est important. Aujourd'hui, le ministère de la Santé, je suis très heureuse à ce sujet, aujourd'hui, le ministère de la Santé travaille là-dessus depuis quelques mois, n'est-ce pas? En mettant en place un programme de prise en charge des personnes âgées, de soins à domicile pour les personnes âgées, de suivi. Vous savez ce que cela signifie pour une femme ou une jeune fille? Beaucoup de jeunes filles arrêtent d'étudier parce qu'elles doivent s'occuper de leur grand-mère ou de leur grand-père à la maison, parce que leur mère doit sortir travailler. Savoir qu'on permet à cette jeune fille de rester à l'école parce qu'une personne âgée recevra des soins à domicile, c'est important. Ce sont ces détails, vous voyez? La société gauchiste, communiste, comme les gens aiment à le dire, n'est-ce pas? Mais nous sommes des personnes progressistes. Je ne sais pas, pour moi ce n'est pas la société que j'imagine. J'imagine une ville où les gens peuvent vivre avec dignité, travailler avec dignité, étudier avec dignité, pouvoir construire leurs rêves avec dignité.